Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue dans la seconde partie de l'interview du professeur Jeffrey Ho, directeur du département d'architecture de l'Université nationale de Singapour, qui a une longue expérience dans le domaine du community building aux États-Unis et à Taïwan. Dans cette série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei, en collaboration avec le podcast The Future of Our Third Places, nous avons évoqué dans le précédent épisode le concept difficile à traduire en français de community building, comment ces initiatives de création de lieux ouverts par et pour la communauté s'est développée à Taïwan ces 30 dernières années et dans quelle mesure cela recoupe ou non le concept de tiers-lieux. Le concept des tiers-lieux, c'est quelque chose de plus vaste puisqu'il s'agit de tous les lieux hors du domicile et du travail où l'on se rend avec ses amis et où l'on pourrait rencontrer de nouvelles personnes, des lieux de sociabilité qui ont la particularité d'être façonnés par le fait que nous les fréquentons. Mais à Taïwan, le concept de tiers-lieu n'est pas répandu, on parle surtout de community building, Shetu Yingzao. C'est donc à propos de cela que j'ai interviewé Jeffrey Ho. Selon lui, le community building, qu'il soit soutenu ou non par les pouvoirs publics, permet de s'approprier des espaces existants et de les transformer avec relativement peu de moyens pour y mener des activités qui font sens au niveau local. C'est donc un moyen d'avoir un impact sur la manière dont sont aménagés les espaces de sociabilité dans les villes. Sans nier le fait que le community building comporte énormément d'aspects positifs, que nous avons d'ailleurs explorés dans le précédent épisode, cette fois-ci, j'ai souhaité interroger Jeffrey Ho sur la portée de l'impact du community building dans la manière dont l'urbanisme se déploie. Tout d'abord, commençons avec une spécificité de la ville de Taipei. Alors qu'ailleurs à Taïwan, le community building est placé sous la responsabilité du bureau de la culture ou du bureau de l'urbanisme, à Taipei, la capitale, il est placé sous la responsabilité du bureau de la régénération urbaine chargé de la rénovation des vieux quartiers. Pourquoi ? Je ne connais pas tous les détails, mais ce que je sais, c'est que dans les années 90, Taipei a été l'une des premières villes taïwanaises à mettre en place un programme de community building. À l'époque, ça s'appelait Dichu Gaizao, l'amélioration des territoires. Donc cela avait un sens dans le cadre des politiques de régénération urbaine des vieux quartiers. C'est la raison pour laquelle les programmes de community building sont placés sous la responsabilité du département de régénération urbaine à la municipalité de Taipei. Quand on pense à l'urbanisme à Taipei, on pense bien évidemment au prix exorbitant de l'immobilier. J'ai donc demandé à Jeffrey Ho si cela freinait le community building parce qu'il est trop difficile de trouver des lieux pour accueillir ces activités ou si les habitants trouvent d'autres moyens pour s'approprier ces espaces. Well, I think people can still find way, but I think it's a pretty significant source of frustration. Je pense que les gens peuvent toujours trouver des moyens, mais c'est aussi une source de frustration pour les acteurs de la société civile. Parfois, grâce au community building, le quartier devient plus agréable. Et du coup, cela attire des commerçants, de nouveaux locataires, et les propriétaires augmentent alors les loyers pour faire du profit. Et puis, c'est toute la zone qui est redéveloppée au détriment des projets initiaux de community building. C'est un peu ce qui se passe dans la rue de Chefeng, près du métro Zhongshan à Taipei. Le zonage est très réalisé, de nombreux gratte-ciel vont être construits, alors que c'est un quartier de petits commerçants très agréable. Il y a des boutiques uniques, des librairies, des petits cafés, des magasins de pièces détachées automobiles dans de petits immeubles. Une atmosphère un peu bohème qui a déjà disparu de beaucoup d'autres quartiers qui ont déjà été développés. C'est frustrant pour de nombreux acteurs de community building. L'un des axes du développement urbain actuellement à Taipei, c'est le logement social, qui est encore très marginal et que le gouvernement cherche à développer. Les nouveaux logements sociaux que j'ai pu voir sont souvent des immeubles très basiques qui ressemblent un peu aux tours construites dans les banlieues en France dans les années 60. Or, l'architecture influence aussi les sociabilités. À Taïwan, les pouvoirs publics ont pris l'initiative de réserver des espaces dans les nouveaux immeubles de logements sociaux pour que les locataires puissent y organiser eux-mêmes les activités qu'ils souhaitent. Yeah, so I've actually seen quite a few those cases. J'ai bien vu quelques exemples de logements sociaux, mais c'est bien plus que la mise à disposition d'un espace ouvert pour les habitants.
À Taipei et dans d'autres villes, il y a aussi des programmes qui permettent à des jeunes de devenir locataires d'un logement social et, en contrepartie, ils doivent fournir un service pour les autres locataires, par exemple organiser tous les mois une activité dans leur domaine de compétences. C'est vraiment dans l'esprit du community building. Les logements sociaux accueillent aussi diverses activités qui permettent la socialisation pour rendre l'espace plus vivable. À Taipei, c'est si difficile de trouver un endroit où construire des logements sociaux, les promoteurs immobiliers veulent rentabiliser au maximum. Et offrir ces possibilités aux habitants est une manière de compenser la forte densité. So this is a way of kind of compensating. J'ai pris au vol le mot « compenser » car je me suis souvent demandé si le community building n'était pas aussi un moyen de compenser le rouleau compresseur du développement immobilier basé avant tout sur le profit. Il y a quelques mois, j'avais assisté à une conférence donnée par un architecte taïwanais qui revenait d'un voyage d'études à Berlin et il a notamment présenté un projet de régénération urbaine dans lequel les habitants avaient participé et qui était basé avant tout sur les besoins qu'ils avaient exprimés, des espaces verts, un habitat respectueux de l'environnement et des espaces de rencontre entre habitants. Le résultat était très différent des immeubles toujours plus hauts construits à Taipei lorsque la ville rase un quartier pour le reconstruire. À Berlin, ces immeubles étaient relativement bas, construits en incluant des matériaux naturels et avec des espaces verts et des lieux d'interaction. Le public taïwanais qui assistait à la conférence en était émerveillé. Dans le brainstorming qui a suivi, ils ont réalisé que ce genre de projet n'était pas d'actualité à Taïwan parce que la priorité des politiques de régénération urbaine était de faire du profit. Les véritables besoins des habitants, en termes de vie de tous les jours, n'étaient pas pris en compte. Avant de régénérer le quartier, il manque la possibilité de se poser la question du pourquoi et de participer à la réponse. Dans ce contexte, on peut s'interroger à Taipei, mais aussi ailleurs dans le monde, sur la notion de droit à la ville, portée par le philosophe et sociologue Henri Lefebvre en 1968, un droit qui vise à donner la possibilité aux habitants de participer à la création des espaces urbains. Quand le profit oriente l'urbanisation, comme c'est par exemple le cas pour la rue de Chefeng, qui laissera place à des gratte-ciel, alors que la population taïwanaise décline et que cela signifie la fermeture de nombreux petits commerces, dans quelle mesure a-t-on un droit à la ville ? Le community building ne vient-il pas compenser l'absence de ce droit en offrant de petits espaces de respiration, de liberté et d'expérimentation dans un cadre qui est défini à l'avance et par d'autres ? Jeffrey Ho nous donne son point de vue sur la question. La plupart des Taïwanais pensent qu'ils ont le droit de participer au processus démocratique, d'élire leur maire par exemple, et à travers ce mécanisme de s'approprier le processus politique. Mais quand il s'agit des politiques à mettre en œuvre, d'autres valeurs entrent en compte. Pour donner un exemple, il y a quelques années, dans le quartier Minshen Community à Taipei, il y avait un terrain appartenant à l'armée qui était utilisé pour des jardins partagés. C'était sûrement parmi les terrains les plus valorisés pour l'immobilier dans la ville. Les gens ont commencé à critiquer en disant « Comment un terrain aussi cher peut-il être utilisé pour une activité aussi peu utile ?» Et le terrain a été vendu à un promoteur privé qui y fait construire des appartements de luxe. Bref, des appartements que les gens ne peuvent pas s'acheter. En fait, les jardins partagés étaient beaucoup plus dans leur intérêt, mais ils ne pouvaient pas se départir de l'idée selon laquelle un terrain évalué très cher ne pouvait pas être utilisé pour ce type d'activité. Donc, pour revenir à la mise en œuvre des politiques et comment les gens s'approprient la ville, cela est fortement influencé par certaines valeurs et idées reçues. Le processus démocratique est bien ancré à Taïwan, mais il ne se traduit pas dans la manière dont les gens s'approprient l'espace dans lequel ils vivent. L'exemple de la rue de Chefeng est très parlant. Si ce quartier disparaît, nous allons perdre un emploi très sympathique où se promener le week-end et de nombreux petits commerces qui permettent à plein de gens de vivre. Mais l'opinion publique majoritaire, c'est que la ville doit se développer quoi qu'il arrive. Je pense que les deux tendances sont assez difficilement réconciliables dans la société taïwanaise. J'ai demandé à Jeffrey Ho si justement de plus en plus de Taïwanais prenaient conscience de la valeur non quantifiable en argent des espaces verts, des lieux de sociabilité et aussi du patrimoine architectural, historique et culturel. Pense-t-il que cela peut évoluer ? Je crois que malheureusement, la vaste majorité des Taïwanais pensent que l'argent est plus important que tout dans la vie. Les gens qui accordent de la valeur à autre chose, des choses qui ne s'achètent pas ou qui seront perdues pour toujours si on ne les protège pas, sont minoritaires.
Il y a encore un très long chemin pour que cette minorité devienne éventuellement une majorité un jour, mais je ne perds pas espoir. On progresse. Nous sommes sur une bonne trajectoire, mais il y a encore beaucoup de travail pour faire évoluer cela. L'architecture a bien sûr un impact sur les tiers-lieux et peut-être aussi sur le community building. J'ai donc demandé à Jeffrey Howe, architecte paysagiste, son point de vue à ce sujet. Un des plus grands changements, c'est qu'auparavant, beaucoup de professionnels étaient réticents à la participation des communautés car ils craignaient que cela ne leur enlève la propriété de leur design ou le contrôle du processus. Mais ces 30 dernières années, de plus en plus, ont réalisé que travailler avec la communauté n'était pas forcément être en opposition. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, mais une négociation. Les designers sont désormais moins résistants et voient même la valeur que la participation citoyenne peut apporter. Certains réalisent que c'est d'ailleurs une nécessité. Ces dernières années, on assiste aussi à l'essor du numérique. Tout comme l'industrialisation rapide de Taïwan dans les années 60-70 qui a entraîné une crise des tiers-lieux au début des années 90, on en a parlé la dernière fois, quels impacts le numérique pourrait-il avoir sur les sociabilités ? Je pense que cela a un grand impact. De mon expérience, c'est plutôt un impact positif. Cela permet aux gens de trouver plus de partenaires pour leurs initiatives grâce aux réseaux sociaux notamment. Par exemple, les startups sociales peuvent faire appel à une levée de fonds sur Internet et ne plus dépendre des subventions gouvernementales. Les nouvelles technologies contribuent à connecter les gens entre eux, à toucher des personnes au-delà de son réseau traditionnel et permettent d'amplifier son message. Mais cela a aussi un impact négatif, notamment la polarisation de la société en raison de la manière dont fonctionnent les algorithmes. Vous vous en souvenez peut-être, dans l'épisode sur l'impact du Covid sur les tiers-lieux, Huang Fanghui, qui travaille dans le secteur du community building, à IMA notamment, avait dit qu'elle pensait que le numérique lui donnerait plus de temps libre. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est vrai, c'est une conséquence imprévue des technologies numériques qui brouillent les frontières entre le travail et la vie personnelle. On reçoit tout le temps des messages des amis, mais aussi des collègues, de son employeur. Il est parfois difficile de garder du temps pour sa vie personnelle. Quant au Covid-19, je suis curieuse de savoir quel regard Jeffrey Howe porte sur cette période, quel impact cela a eu sur les tiers-lieux et le rôle qu'ils ont pu jouer. L'impact du Covid a été moins flagrant à Taïwan car Taïwan a moins souffert que beaucoup d'autres pays. IMA est devenu un lieu central pour la logistique permettant de collecter et de distribuer les dons aux gens qui en avaient besoin. Mais cela a été possible parce que c'est bien plus qu'un simple espace. C'est un réseau de collectifs qui se connaissent, qui ont confiance mutuellement et qui s'entraident. Il y a eu d'autres exemples dans d'autres villes taïwanaises. Des études montrent qu'en Europe et aux États-Unis, les gens ont tendance à sortir davantage dans les parcs depuis le Covid. Or, ce n'est pas le cas de Taïwan. Certaines régulations étaient plus strictes car, par exemple, on n'avait pas le droit de se rassembler dans les parcs et les Taïwanais ont pu porter le masque même en extérieur pendant très longtemps, ce qui rend la socialisation difficile. Les conséquences sont donc nuancées à Taïwan, moins de fréquentation des tiers-lieux, mais cela a été compensé par le rôle que les tiers-lieux ont joué dans l'entraide. Voilà, après 2 épisodes bien fournis, l'interview du professeur Jeffrey Howe touche à sa fin. Je vous retrouve dans quelques temps pour de prochains épisodes de cette série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation.